Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Herben Rajeb, le directeur du Festival du film d'archéologie d'Amiens qu'on a créé en 1990. Et à chaque édition, on change de département pour faire le lancement du festival avec systématiquement un film en avant-première et on choisit un jury du court-métrage parmi les élèves du département. Et donc là, je laisse Marion qui va me succéder pour la prise de parole. Bonjour à toutes et à tous. Comme Ben l'a dit, aujourd'hui on inaugure le festival du film d'archéologie d'Amiens à Breteuil. Donc on est très heureux de pouvoir accueillir cette inauguration qui a été donc portée, c'est un travail qui a été mené par le musée archéologique de l'Oise et par le service archéologique de la communauté de communes de l'Oise-Picarde. C'est superbe de voir cette salle pleine et au-delà des remerciements qu'on peut avoir pour tous ceux qui ont contribué à cette réalisation, je vais pas faire de détails, nous mettre tous globalement dans le lot. Ce qui m'apporte moi aujourd'hui, c'est de voir autant de collégiens qui participent à cette chose et qui vont contribuer activement de toute façon au choix des films et des films qui seront récompensés. Allier la culture, le cinéma, l'archéologie donc et puis les collégiens, ça c'est parfait, c'est important pour nous de transmettre l'histoire, le savoir, etc. Et je pense que c'est essentiel, donc merci aux collégiens de participer, puis ceux qui ont contribué à ce que les collégiens soient là, donc les professeurs, etc. Merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous remercions chaleureusement d'être présents ce soir. Donc on a tous beaucoup aimé participer à ce projet et on a appris beaucoup de choses sur l'archéologie. On a aimé juger et regarder les films, mais c'était compliqué de choisir. Avant de commencer les nominés, on aimerait remercier les organisateurs du festival pour nous avoir laissé faire partie du jury, car on sait que c'est une très grande responsabilité. Les nominés du meilleur court-métrage sont Le tissu d'or antique d'Autun se dévoile, réalisé par Joséphine Duteuil. Lucie, les 50 ans d'une découverte, réalisé par Sébastien Pagani et Samantha Forte. Mescla et des papyrus qui cartonnent, réalisé par Fast and Curious. Le prix Boucher de Perte qui récompense le meilleur court-métrage est attribué à Mescla et des papyrus qui cartonnent, réalisé et produit par Fast and Curious. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très honorés d'être ici ce soir et très honorés aussi d'avoir reçu ce prix. Merci beaucoup de nous l'avoir attribué. Nous, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'on est archéologue et pas professionnel de l'audiovisuel. Donc on est d'autant plus touché par cette récompense et voilà. Merci beaucoup pour votre choix. Bruno Monge, je suis le professeur référent et en charge de l'option du visuel au Collège de Breteuil. Effectivement, pour ces élèves, et même pour moi, c'était un peu une nouveauté parce que au niveau de l'archéologie, on est complètement néophyte, on n'y connaissait rien, voire rien, on est d'accord les filles. Et pour eux, c'était un réel défi parce que traditionnellement, en audiovisuel, on fait de la fiction. Et là, pour la première fois, ils ont pu réaliser un film pédagogique, un film documentaire, je cherchais le nom. Ça a été un gros défi, aussi le jour où on est allé filmer sur le site de Vendeuil. De mémoire, il faisait à peu près 40 degrés au soleil, donc c'était un peu la canicule. On était équipé de 3 caméras. Le gros défi aussi, ça a été au retour à la rentrée cette année, c'est-à-dire de dérocher tous les plans qui avaient été faits. J'ai pas compté, mais on en est pas loin des 300-400 plans. Donc c'était un gros moment de dérochage. Et la difficulté aussi, c'est comme un film d'action, un film de fictionnel. Un reportage, ça s'écrit. Donc la phase d'écriture aussi était très importante. Voilà. Juste petite précision concernant le reportage, il va y avoir des sous-titres en grec puisque nous accueillons ce soir des collégiens qui viennent de Grèce, puisque les camarades de Froissy accueillent cette semaine des élèves qui viennent de Grèce.
Est-ce que Eric veut dire quelques mots sur le site? Bon, bah, c'était absolument pas prévu. En quelques mots sur le site, donc tout d'abord, moi j'étais très heureux de participer également à ce projet, puisque comme le faisait remarquer tout à l'heure M. Renard, quand même un de nos objectifs, c'est effectivement la transmission. Les archéologues ne fouillent pas pour eux, même si bon, on fait quand même ça pour nous, quand même, quelque part, mais c'est quand même effectivement la transmission, notamment vers les jeunes générations. Alors le site de Vendée-le-Capli, j'espère quand même que tout le monde ici le connaît, ce qui serait, sinon c'est une hérésie quand même. Donc, je vais être très très court, hein, c'était quand même une agglomération antique très importante pour la Gaule du Nord, même pour la Gaule tout court, qui a une histoire quand même très particulière, puisque pour l'instant nous ne la comprenons pas. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous chaque année de fouiller, de continuer à fouiller sur ce site, et pour continuer effectivement à apporter nos petites pierres chaque année à ce vaste édifice. Bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment très heureuse d'être là ce soir avec vous dans cette salle si nombreuse. Et merci au Festival d'archéologie de m'avoir invitée. Je suis Perrine Coubeau. Je travaille à France Télévisions dans l'unité documentaire. Donc j'ai la chance de travailler tout particulièrement sur des documentaires de sciences et d'archéologie. C'est des documentaires que vous connaissez peut-être, vous les retrouvez ou vous les regardez peut-être sur France.tv ou dans la case Sciences Grand Format, animée par le journaliste Mathieu Vidard, qu'on retrouve tous les jeudis soirs sur France 5. L'archéologie, c'est un genre qu'on aime tout particulièrement sur France Télévisions, parce que ça nous offre un voyage vers des contrées lointaines, comme ce soir. C'est le résultat d'une collaboration, parce qu'à France Télévisions, ce sera nous qui produisons les films, ce sont des producteurs extérieurs. Et là, nous avons travaillé avec la talentueuse équipe de Gédéon Programme, représentée ce soir par Florence Gilles. Ce qui nous a tout de suite plu dans ce projet, c'est vraiment la promesse dans ce voyage vers un Japon du XVIe siècle, la redécouverte d'un personnage qui a beaucoup compté dans l'histoire du Japon, Nobunaga, que vous allez découvrir. C'est un personnage qui a unifié le Japon. Et on va découvrir aussi les secrets de la construction de son château, qui est donc le château d'Azuchi, souvent décrit comme le Versailles japonais, aujourd'hui disparu. Et ce qui nous a vraiment enthousiasmé dans la proposition de Marc Jampolsky et de Gédéon, c'est la manière dont cette redécouverte prend vie, c'est-à-dire grâce aux images extraordinaires développées par Ubisoft pour le jeu Assassin's Creed Shadow, qui offre, vous verrez, une immersion spectaculaire dans cette époque. Et je vais terminer juste par un mot rapide sur France Télévisions et sa présence au Festival d'archéologie d'Amiens, si vous avez l'occasion d'y aller. Vous y verrez pas moins de 16 films que nous avons accompagnés. France Télévisions reste le premier diffuseur de documentaires scientifiques et d'archéologie en France. 16 films donc, dont 5 inédits que vous pourrez voir donc pour la première fois, qui n'ont jamais été diffusés. Et c'est le cas du château d'Azuchi, que vous allez découvrir ce soir, donc tout à fait en avant-première. Je suis particulièrement heureuse qu'il soit en ouverture du festival. C'est pour nous la première projection publique du film. Comme le disait Perrine, il n'a pas encore été diffusé sur France Télévisions. Et je suis d'autant plus ravie de voir une salle pleine, et pleine avec des collégiens qu'on voit hyper férus d'archéologie, donc j'espère qu'ils vont pouvoir apprécier. En tous les cas, on attend plein de questions après, parce que apparemment ils ont déjà pratiqué à la fois la réalisation, le difficile métier de réalisateur de films archéologiques. Donc on va voir les réactions par la suite. C'est également émouvant parce que ce projet, vous allez voir, c'est un projet qu'on a initié il y a bientôt 3 ans. Voilà, donc c'est des projets de longue haleine. Ça a été initié avec l'un de nos partenaires avec lequel on a l'habitude de collaborer, qui est la chaîne japonaise NHK. Et un jour de passage à Paris, où on faisait une réunion, ils nous ont proposé un nouveau sujet en disant qu'ils avaient envie qu'on réalise un film sur le château d'Azuchi.
Et je dois dire qu'à ce moment-là, il y a eu un petit blanc dans la réunion parce que pour nous, ça évoquait pas grand-chose, puisque c'est un château complètement inconnu en Occident, qui en plus a complètement disparu. Donc le début du projet a été... on s'est beaucoup interrogé en se disant on va réfléchir. Et il se trouve qu'à la même période, on collaborait sur un autre film avec Ubisoft. Parce que pour faire un film d'archéologie, quand il n'existe plus aucune trace pour montrer quelque chose pendant 90 minutes, c'est quand même un vrai challenge. Et du coup, on a décidé de s'associer avec Assassin's Creed Shadow et Ubisoft pour le film, qui nous permettait d'avoir des reconstitutions exceptionnelles du Japon de l'époque. D'autre part, le film, le projet, même si c'était un petit peu long à démarrer, c'était déjà sur de bons auspices, puisque très vite, France Télévisions est arrivé dans l'aventure et il nous a suivis. Donc je voulais particulièrement remercier Perrine Plouveau ce soir, mais également Caroline Béard, parce qu'elles nous ont accompagnés sur ce projet avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'implication, sur un projet qui n'était pas si facile. Toujours le château disparu au Japon dont personne ne connaît rien. Donc c'était un pari audacieux. Également pour remercier nos partenaires qui sont toujours le CNC, la ProCirep Angoa, et également la chaîne publique allemande, la ZDF, qui est également venue sur le projet, ainsi que au bout du monde, la chaîne australienne SBS. Bonjour à tous, Elisabeth Desbains, je suis conservatrice des collections extra-occidentales au Musée de l'Armée, donc en jeune partie. On travaille sur une exposition aussi sur la même période de l'unification du Japon au Musée de l'Armée qui ouvrirait en 2028. J'avais aucune idée de ce que le Japon avait vécu à l'âge médiéval. Donc ça a été une grande découverte effectivement pour moi. Ça met beaucoup de temps en fait à s'imprégner d'une histoire comme celle-là. Mais en y allant, une fois, deux fois, on finit assez vite par se rendre compte de l'ampleur de cette culture, de son intérêt, et puis de tous les mystères qui l'entourent. En fait, ça démarre par, je dirais, une espèce d'imprégnation du sujet. On essaie de comprendre pourquoi ce château requiert des investigations. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il a disparu, par exemple? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a envie de le reconnaître, de le comprendre? Puis en fait, c'est des questions, c'est des problèmes. En fait, un documentaire comme ça se bâtit à base de problématiques. C'est-à-dire que le château, il a disparu, d'accord. On peut se poser des tas de questions. C'est non seulement pourquoi il a disparu, mais aussi pourquoi aujourd'hui on voudrait en reparler. Qu'est-ce qui fait que symboliquement il a gardé une présence, une trace dans l'histoire? Quels sont les éléments qui permettent aujourd'hui d'en donner une idée, une image? Qu'est-ce qui sur le terrain reste d'accessible et de signifiant par rapport à son état ancien? Donc tout ça sont les questions, sont les grandes problématiques. Et puis ensuite, ces problématiques, on les explore les unes après les autres. On essaie de trouver les éléments qui permettent d'y répondre, plus ou moins. Puis à partir de là, moi j'essaye de construire un récit. C'est-à-dire qu'on les enchaîne, ces problématiques, en créant une forme de dramaturgie, en se disant voilà, les premières questions, c'est d'abord il y a un contexte, et puis après, c'est souvent, la première question qui se pose, c'est souvent pourquoi là? Pourquoi ici? Pourquoi ce château a été construit sur cette petite colline? Souvent, c'est pour d'autres sujets, pour d'autres films, c'est souvent ça qui fait le premier geste, je dirais. C'est la question du lieu. Puis après, il y a des questions de l'époque, du temps, du pouvoir, etc. Donc c'est comme ça que se construit peu à peu. Hein. Et puis ça bouge beaucoup en cours de tournage et en cours de montage. Ce pas des choses qui sont figées du tout. Au début, un bon mois de travail sur des dossiers. Déjà, il faut essayer de comprendre ça. Ensuite, on a passé un certain temps au Japon. Puis après, quand on revient du Japon, il y a au moins un mois d'écriture, facilement, un mois, un mois et demi. Après, il y a le tournage. Et puis après, un montage d'un film comme ça, c'est 3 mois. Facilement 3 mois. Puis après, il y a encore d'autres. Voilà.
Donc au total, à peu près 1 an et demi. Et je dirais que l'une des grandes difficultés qu'on a eues par rapport à ce documentaire, une fois qu'on avait compris le principe de ce château, ça a été de créer le bon rapport avec les intervenants japonais avec qui on a travaillé, parce qu'au-delà de cette différence, je dirais, d'environnement, il y a une différence de culture très importante qui fait qu'on parle évidemment pas la même langue, mais pas non plus le même langage dans l'esprit. Et quand on pose des questions, il y a des réponses qui sont parfois complètement décalées par rapport à ce qu'on attend. Eux-mêmes attendent peut-être quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on voudrait faire. Donc il y a tout un ensemble de... Non, je reconnais des gens. C'est un vrai problème de relation, on va dire, qu'on a essayé de résoudre avec des interprètes, enfin des personnes qui nous permettent de communiquer. Mais même avec ça, on est quand même souvent un peu contraint de se réadapter, de trouver une manière de raconter l'histoire, peut-être plus à leur façon qu'à la nôtre. Il y a vraiment un mode de récit qui se fait et qui est assez différent entre les deux pays. Il y a une partie de ceux qui sont au Japon, qu'on a été évidemment rencontrés là-bas. On a passé beaucoup de temps, dans un premier temps, à rencontrer des gens. C'était un petit peu cette partie-là qui était compliquée parce que on rentre non seulement dans un monde qui est très différent, mais en plus dans des débats entre les gens qui sont aussi un petit peu complexes à comprendre. Par exemple, ce château d'Azuchi, bon, on le raconte tel que nous on l'a perçu, c'est-à-dire qu'il a une valeur architecturale, il a une valeur symbolique, il a une valeur politique également. Tout ça fait beaucoup de débat au Japon. C'est pas aussi, j'allais dire, aussi simple que ça. On peut le voir de tas de manières différentes. Donc les intervenants qu'on a rencontrés avaient parfois des avis qui étaient contradictoires. C'est très difficile lorsqu'on débarque comme ça de France de choisir l'un ou l'autre en se disant lui il a raison et lui il a tort. C'est pas possible en fait. Donc on se base plutôt sur, je dirais, l'intérêt que chaque intervenant peut apporter au récit lui-même. Qu'est-ce qui va faire que tout d'un coup le récit va avancer un petit peu? Qu'est-ce qui va faire qu'on va comprendre davantage les choses? Alors parmi les intervenants japonais, effectivement, ceux qui ont travaillé sur le terrain, qui sont des archéologues, bon, avaient toute la légitimité à venir nous parler. Et puis il y avait cet Australien, Mark Burry, qui est un personnage qu'on a rencontré à travers d'abord un gros travail de thèse qu'il avait fait et qui nous a permis de rentrer dans son histoire. Et puis il s'est avéré être un excellent intermédiaire, un médiateur. Il parle japonais, il a vécu beaucoup au Japon. L'histoire du château d'Azuchi, c'est son histoire presque à lui. Et donc tout d'un coup, on avait quelqu'un qui pouvait nous permettre d'abord de raconter des choses, mais aussi d'être un peu un élément de choix, et qui pouvait nous donner des conseils sur tel ou tel personnage, nous expliquer pourquoi il y avait des conflits entre tel ou tel personnage. Donc lui, il a été très efficace et important pour nous. Puis après, bon, on s'est intéressé aussi à la manière dont, ici aussi, on pouvait raconter l'histoire du Japon. Et par exemple, tout ce qui concerne les armures, les samouraïs, bon, on s'est tourné vers le musée des armées et Elisabeth pour ça. Donc ce fameux récit fait par un serviteur de Obunaga qui a décrit, raconté un certain nombre d'événements, enfin de parties du château. Mais ça reste même, cette description, elle est sujette beaucoup à contestation de la part des différents scientifiques. Ces images d'Ubisoft, c'est pas que du jeu, c'est-à-dire que c'est aussi nous ce qu'on veut en faire. On peut choisir, quand on utilise ces images, on peut choisir les mouvements de caméra à l'intérieur des sites, on peut choisir l'heure de la journée, on peut choisir la saison, on peut faire pleuvoir, on peut mettre de la neige, on peut faire pousser les fleurs, on peut faire ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment un truc de réalisation qui est incroyable. Donc on a passé pas mal de temps devant les écrans de jeux d'Ubisoft avec un spécialiste du jeu. Et on lui disait, voilà, on va aller, on va se balader autour du château, on va dire fin de journée, un peu sombre, il commence à y avoir de la neige qui tombe ou de la pluie, soleil couchant, et puis on va passer ici, etc. Et le film se fait aussi avec ce genre d'image. Ça, c'est quand même assez rare de pouvoir bénéficier d'autant d'images, autant de variété d'images que ça, mais c'est quand même grâce à Ubisoft, ça.
les grandes scènes de bataille viennent de films japonais. Effectivement, je rebondissais sur Nagashino, c'était la scène de bataille où on voyait l'arrivée des armes à feu et la stratégie développée par Oda Nobunaga pour justement combattre les Takeda. Et donc en fait c'est vraiment intéressant parce que c'est cette stratégie qui a amené aussi à une évolution progressivement dans les armures, dans les armes, dans aussi la formation en fait des armées, puisque du coup on avait moins besoin d'archers ou de soldats montés, mais plutôt aussi de beaucoup de fantassins armés, protégés par des palissades souvent en bois. Parfois aussi protégés par des piquets pour que l'ennemi se rapproche trop et donc tire à feu roulant pour que les groupes qui sont en train de recharger puissent recharger pendant qu'il y a un feu continu de l'autre côté. Donc ils s'alternaient ainsi. Et donc les armures qui étaient développées d'abord pour se défendre contre les lames, contre les flèches, se sont progressivement adaptées aussi, donc sont devenues moins encombrantes, puisque comme ils étaient à cheval, ce n'étaient pas les mêmes besoins qu'ensuite quand on est à pied. Et puis aussi pour se défendre contre les armes à feu, donc là vous l'avez très bien montré avec un extrait de test en fait, de test de l'arme à feu contre la cuirasse. Alors ça dépend aussi, je pense, de la qualité des cuirasses, qui dépendent aussi des combattants. Il y a aussi des armures qu'on a conservées, mais je pense plutôt au Japon. Malheureusement, en Europe, on est un peu pauvre parce qu'ils ont protégé, c'est bien pour eux, leur patrimoine. Et donc, ils ont des traces de cuirasse avec des impacts de balles. Et je pense qu'ils aiment bien notre manière de raconter les histoires. Parce que quand on regarde le même sujet traité par les Japonais dans leur télévision à eux, la télévision japonaise, on est très très loin de ça, quoi. C'est intéressant, hein, c'est autre chose. Hein. Mais c'est bardé de mots dans tous les sens. C'est très excité, c'est très hystérique en fait, comme façon de voir. Il faut des petites scènes rigolotes dans tous les côtés, mais c'est pas du tout le même récit. Voilà. Donc ils aiment bien cette façon aussi de raconter les histoires avec notre manière de dire. Il y a une espèce de communauté qui s'occupe du site et qui l'entretient ou qui le protège. Et puis il y a quand même encore des fouilles qui se font, mais bon, des fouilles sur le côté. Enfin, on les a vues, je pense qu'ils ne vont plus trouver grand-chose. Hein. Voilà. Mais le site, il est tout à fait accessible, c'est assez joli. Il y a ce lac énorme qui est juste en dessous, là, c'est très beau. Et puis le lieu, c'est une belle colline avec des ruines un peu partout à l'intérieur.